Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le 9 juin 2024, suite aux résultats des élections européennes, le président français Emmanuel Macron prend tout le monde à contre-pied et annonce une dissolution de l'Assemblée nationale. Les médias ne cessent d'en parler et les débats ne tournent qu'autour de nouvelles élections, les élections législatives. Mais alors pourquoi ? Pourquoi cet événement a-t-il autant d'importance ? Il faut bien comprendre que l'Assemblée nationale est un ensemble de 577 députés qui votent les lois du pays. Une dissolution de l'Assemblée laisse donc présager la possibilité d'une toute nouvelle composition gouvernementale. Dans un contexte géopolitique tendu et dans un pays en proie à un déficit budgétaire important, les résultats de ces élections pourraient avoir de lourdes conséquences. Aujourd'hui, nous allons tenter de voir les conséquences économiques et financières générées si tel ou tel parti gagnait un siège supplémentaire à l'Assemblée nationale. En tant que conseiller financier, l'idée ne va pas être de parler politique, mais de faire un zoom sur les conséquences économiques apportées par les idées des partis politiques en course pour le rôle de Premier ministre. La dissolution soudaine de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron semble être le pari risqué d'un homme qui a perdu la confiance du peuple. Peut-être, ou peut-être pas. Le Rassemblement national a dominé les élections européennes avec 31,4% des voix contre 23,3% lors des élections de 2019. Le parti s'attribue donc une nouvelle fois la majorité des sièges français au Parlement européen. Que ça plaise ou non, ces résultats montrent bien que de plus en plus de Français semblent se retrouver dans le programme du RN. À ce constat, on doit aussi ajouter que suite aux élections législatives de 2022, le gouvernement Macron n'avait qu'une très faible majorité de l'Assemblée, 38%, juste devant la NUPES, qui avait 32,6% et le RN 17,3%. Depuis cette date, le gouvernement, qui n'avait alors qu'une majorité relative, devait donc s'allier à d'autres partis à coup de compromis pour faire voter ses lois. Avec ça à l'esprit, Emmanuel Macron n'avait que deux choix. Soit continuer tel quel à coup de 49.3 régulier afin de faire voter ses lois sans passer par l'Assemblée et donc recevoir des critiques pour l'aspect non démocratique de l'action, soit reprendre à zéro en donnant le choix au peuple d'élire le gouvernement qu'il souhaite, quitte à se retrouver en position de faiblesse. Démocratiquement, le choix se tient. En pratique, par contre, sur les 40 dernières années, les élections législatives ont quasiment toutes renversé la majorité présidentielle, à seulement deux exceptions près, en 2007 et en 2022. En clair, le pari du président Macron n'est pas sans risque. Si jamais le gouvernement en place n'avait plus la majorité suite aux élections, chaque siège occupé par un parti d'opposition pousserait vers des mesures politiques et économiques très différentes. On va donc maintenant s'intéresser aux conséquences économiques sur le pays pour un siège supplémentaire occupé par tel ou tel parti. Nous nous pencherons sur le cas de l'alliance du Nouveau Front Populaire, du parti au gouvernement actuel Renaissance, puis du Rassemblement National, soit les trois favoris. Et on commence avec l'alliance des partis de gauche, le Nouveau Front Populaire. Quelle direction économique peut-on bien attendre d'un siège supplémentaire de cette alliance ? Eh bien, c'est sans doute le siège qui apportera le plus de bouleversements pour l'économie française, et rien d'étonnant, on regarde pourquoi. On verra que pour le Rassemblement national, ce sera différent. Il se distinguera par d'autres difficultés. Avant tout, il a pour projet d'abroger la réforme des retraites à 64 ans. Et dans plus de ça, de revenir à une retraite à 60 ans. En termes de coût pour le gouvernement, ça représenterait 53 milliards par an. En plus de ça, il voudrait réduire le nombre d'enfants par classe à 18, tout en apportant une gratuité progressive de la scolarité dans le temps. En plus de ça, et comme le Front Populaire l'avait fait à l'époque, rajouter des semaines de congés payés, et ici ça serait une semaine complémentaire. Une de leurs réformes fortes aussi serait d'augmenter le SMIC à 1600 € par an, tout en indexant à l'inflation les petites retraites. En termes de budget, ça représenterait un coût de 9 milliards d'euros par an. Il voudrait aussi rétablir l'ISF, donc l'impôt sur la fortune immobilière. En termes de gains estimés pour l'État, ça serait environ 4,5 milliards par an. Et en plus de ça, instaurer une sorte d'héritage maximum pour un particulier. Mais surtout, il voudrait supprimer la flat tax, c'est-à-dire revenir sur un système à l'impôt sur le revenu avec les tranches qui s'appliquent au fil du temps. Et en plus de ça, ajouter des cotisations sociales sur les revenus financiers perçus par les individus. Ça voudrait dire qu'on serait dans un système qui serait bien moins avantageux par rapport à de l'investissement financier. Pour ce qui est d'un siège supplémentaire de Renaissance, on sera sans doute sur celui qui apportera le moins de changements économiques, et c'est logique, il est censé suivre la direction actuelle du gouvernement. Nous allons donc parler de renforcement en général, même si certains aspects ne doivent pas être oubliés, attention. Le gouvernement va continuer à miser sur la croissance pour obtenir le plein emploi, et donc augmenter ses recettes sans pour autant augmenter les impôts. Ce qui est un vrai sujet, puisqu'entre 2021 et 2023, le gouvernement a créé 860 000 postes. Le plein emploi n'a pas encore été obtenu, le résultat est assez mitigé, mais ça reste en bonne voie. Pour continuer à miser sur le plein emploi, le gouvernement va réformer l'assurance chômage pour réduire les droits ou augmenter la durée de travail pour pouvoir obtenir ces droits, toujours dans le souci d'obtenir le plein emploi.
et donc de continuer à augmenter les recettes sans augmenter les impôts. Le parti Renaissance voudrait aussi indexer les retraites sur l'inflation. En termes de coûts, ça représenterait 5,3 milliards par an. Donc c'est une mesure qui est soutenue à la fois par le nouveau Front populaire et à la fois par le parti Renaissance. Comme vous le savez déjà, il va aussi réformer le système de retraite pour y avoir accès à partir de 64 ans. En termes d'économie, ça représente 4 à 5 milliards par an. Toutes ces mesures ont pour objectif de diminuer le déficit budgétaire français pour arriver à 3% de déficit en 2027, ce qui est l'objectif fixé par l'Union européenne. Par exemple, uniquement pour 2024, il y a un objectif de réduction de dépenses de 10 milliards d'euros. L'installation de 8 nouveaux réacteurs nucléaires pour un budget établi pour l'instant à 67,4 milliards d'euros. Ici, on continuerait donc sur la même lancée que le gouvernement actuel, tout en réduisant la pression sur les retraités et en développant la souveraineté énergétique du pays. Enfin, pour le Rassemblement national, probablement celui qui pose le plus de questions, les conséquences seraient particulières. C'est d'ailleurs le cas le plus difficile à appréhender. Pour autant, il reste important d'étudier les potentielles conséquences économiques de ce parti. On regarde ça ensemble. D'abord, et dans la même optique que le nouveau Front populaire, il souhaite abroger la réforme des retraites à 64 ans. Par contre, là où ça diffère avec le nouveau Front populaire, c'est qu'ici, il n'y a pas forcément de projet à court terme de remise en place de la retraite à 60 ans. C'est dans les tuyaux, mais ici, ça va dépendre du budget français. Ils veulent aussi annuler la réforme de l'assurance chômage et baisser la TVA à minima sur l'énergie à 5,5%. Pour faire des économies sur le budget, ils souhaitent aussi réduire la contribution à l'Union européenne de la France de 5 milliards d'euros. Ensuite, ils veulent aussi mettre fin à l'interdiction de la location pour les passoires énergétiques. Dans l'optique de propriété, ils souhaitent aussi mettre en place un prêt de l'État à hauteur de 100 000 euros pour l'accession à la propriété des individus. La particularité de ce prêt, c'est qu'il serait à taux zéro. Et enfin, pour aussi augmenter les recettes de l'État, ils souhaiteraient mettre en place un impôt sur le patrimoine financier. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon de l'impact d'un siège supplémentaire pour les 3 partis favoris de ces élections législatives, je vous propose, en tant que conseiller financier, de vous partager mon avis concernant les conséquences de ces mesures sur le monde de l'investissement. Le but est simplement de nous amener à une réflexion quant aux conséquences sur les marchés. En se focalisant déjà sur une première mesure, celle de la suppression de la flat tax, ça aurait un gros impact sur le monde de l'investissement. Pas uniquement sur les particuliers, mais aussi pour les professionnels et pour l'État. Déjà, ça dissuaderait les investisseurs étrangers de venir investir sur le sol français et ça dissuaderait aussi les investisseurs français d'investir leur épargne sur des placements financiers. Pour simple rappel, l'épargne disponible en France sur le compte des ménages français, c'est 315 milliards d'euros. En réduisant la flat tax, il y a une grande partie de cette épargne qui restera uniquement sur les livrets plutôt que d'être apportée sur les marchés financiers ou sur tout autre type d'investissement, type produits structurés, investissement dans l'économie réelle, etc. Parce que si on parle de flat tax, on ne parle pas uniquement de dividendes sur les revenus perçus sur les marchés financiers. On parle aussi des revenus d'activité pour les professionnels. S'ils ont une entreprise, ils subissent la flat tax lorsqu'ils sortent un dividende. Ici, c'est un impact réel sur leur propre activité. Une remise en place de l'impôt sur le revenu par rapport aux revenus financiers, seulement les tranches à 0 et à 11% y trouveraient un avantage. Avantage qu'elles ont déjà actuellement si elles optent pour le régime à l'impôt sur le revenu. Or, toutes les autres tranches, à 30, 41 et 45%, eux, ils y verraient un impôt plus important que la flat tax. Et en dissuadant les investissements financiers, la France perdrait à la fois en compétitivité par rapport aux autres places financières, elle perdrait aussi en facilité de financement auprès des institutions privées, et elle prendrait évidemment du retard par rapport à son économie. S'il y avait un retour en arrière sur les retraites et aussi sur l'assurance chômage, on se retrouve dans une situation où le budget de l'État, en termes de déficit, atteindrait moins 7,5%. Ça serait extrêmement compliqué par la suite, puisque déjà aujourd'hui, on a un déficit à moins 5,5%. Ça va déjà bien au-delà de la préconisation de l'européenne pour avoir un déficit budgétaire à maximum moins 3%. Ça engendrerait donc davantage de difficultés par rapport au financement du pays sur son budget, en dégradant la note de l'État, et donc en augmentant le taux d'intérêt de la dette. Aujourd'hui, on se rappelle, on a 3 000 milliards de dettes en France. Si on augmente les taux d'intérêt, le premier poste de dépense français, au niveau de la dette, va devenir ce remboursement de dette. Et ça devient déjà le cas. Mais avec un déficit budgétaire plus important, on se retrouve dans une situation où la charge de la dette devient de plus en plus importante. Et donc à ce niveau-là, c'est moins d'aide pour les particuliers. Pour ce qui est de la réduction de la TVA sur l'énergie et sur potentiellement d'autres denrées, vous devez bien garder à l'esprit que la TVA, c'est le premier poste de recette de l'État. Avec une réduction de la TVA, c'est une réduction du budget et donc c'est moins de marge de manœuvre pour l'État. Et la mesure qui réduirait le nombre d'enfants par classe à 18, elles sont complètement impossibles à mettre en place dans l'État actuel. La marge de manœuvre pour l'État actuellement est bien trop faible. L'État aujourd'hui pourrait se le permettre, mais ça engendrerait un tel déficit budgétaire
que les conséquences à long terme seraient beaucoup trop importantes. Que ce soit votre accession à la retraite, votre charge d'impôt annuelle ou votre héritage, tout peut évoluer. Vous devez donc agir dès maintenant pour préparer votre futur. Si vous avez 40 ans aujourd'hui, c'est le gouvernement dans 20 ans qui établira le montant de votre retraite et l'âge auquel vous la toucherez. Je ne peux que vous conseiller de préparer votre futur vous-même afin d'éviter toute surprise politique. Des impôts sur vos revenus générés, vous devrez toujours en payer. Mais il est toujours mieux de créer du patrimoine, quitte à en reverser une partie à l'État, plutôt que d'attendre une hypothétique rétribution. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez agir pour votre futur, notre conseiller patrimonial vous propose de faire un entretien découverte. Durant ce rendez-vous, nous mettrons en place une stratégie sur mesure qui répondra le mieux à votre situation et à vos objectifs. Vous pouvez réserver un appel découverte avec nos conseillers en cliquant sur le lien en description et en choisissant le créneau qui vous convient. Cet entretien est offert, mais les places sont limitées. À très bientôt.